Ça fait plaisir de voir cette eau-là plein à craquer. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la FGC en partenariat avec l'EPIA, avec la ville de Genève. Bienvenue également à tous ceux qui regardent cet événement en vidéo sur Internet pour suivre évidemment l'évolution des discussions et de cette table ronde qu'on espère passionnante avec notre panel qu'on va retrouver dans quelques instants. Je m'appelle Philippe Verdier, je suis journaliste à L'Aimant Bleu. Il se trouve qu'il y a un an, on m'a confié la présentation d'une émission qui s'appelle Esprit Solidaire, qui est une émission en partenariat avec la FGC qui depuis 5-6 ans maintenant, mois après mois, raconte les différents projets qui ont lieu, projets de coopération sur le terrain. Et effectivement, on s'est aperçu au fil des années que la question du climat, de la justice climatique, elle est présente dans quasiment tous les projets d'une manière ou d'une autre. Et finalement, toutes ces questions d'environnement global sont liées. Donc c'est évidemment le thème qui nous intéresse ce soir et c'est sans doute pour cela que vous êtes venus ici ce soir à l'EPIA pour entendre parler de ces projets et puis avoir des réponses concrètes ou des retours d'expérience très concrets sur ces solutions face à l'urgence climatique dans le cadre évidemment des projets de développement économique. Comment ici, depuis la Suisse, depuis Genève, on peut agir pour soutenir les pays du Sud qui sont plus frappés par le réchauffement climatique parce que les populations, on le sait, sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus touchées par ces phénomènes. Donc on espère que cette table ronde, évidemment, grâce à vous, sera intéressante, instructive. On va vous retrouver dans quelques instants. Vous pourrez naturellement poser vos questions. On sera également en duplex avec le Burundi dans un petit peu plus d'une demi-heure, avec des retours sur le terrain. Là aussi, on pourra interagir ensemble. Donc vous voyez que c'est une table ronde vivante et nord-sud à tous les sens du terme ce soir. Et puis la troisième partie, après le forum des ONG que vous avez vu, après cette table ronde dans laquelle maintenant nous sommes en présent ensemble, eh bien une verrée vous attend et puis un cocktail. Ce sera donc pour la troisième partie de cette soirée, tout en festivité, en convivialité ou en réseautage, toujours dans la même thématique. Pour commencer, quelques mots de bienvenue et j'appelle François Lefort, ici à la tribune, professeur HEC-SSO et responsable de la filière en agronomie. C'est à vous, monsieur Lefort. Merci, monsieur Verdier. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je souhaite une cordiale bienvenue à cette fédération genevoise de coopération pour laquelle j'ai toujours eu la plus grande amitié et à ses invités, au nom de EPIA et de Claire Baribeau, sa directrice, pour cette table ronde réchauffement et développement, quels impacts, quelles solutions. Réchauffement climatique, une actualité permanente maintenant pour les prochaines décennies qui vont déterminer les stratégies à mettre en œuvre pour s'y adapter et en atténuer les impacts, ici et là-bas. C'est donc une actualité dans laquelle EPIA, ses chercheurs, ses étudiants sont impliqués tous les jours pour construire mieux, par exemple, pour améliorer les déplacements, pour dépenser moins d'énergie, moins d'eau, pour produire plus d'énergie renouvelable, enfin pour adapter l'agriculture au réchauffement climatique et dans ce domaine aussi pour diminuer la consommation des ressources fossiles et aussi optimiser l'utilisation de l'eau, ce qui est une problématique régionale tous les ans ici. Faire face aussi à de nouvelles attaques de ravageurs et de pathogènes. Les ravageurs et les pathogènes d'il y a 30 ans ou 40 ans ne sont plus les mêmes et ils sont même plus voraces. Toutes nos filières de formation donc et tous nos instituts de recherche travaillent sur la transition écologique qui est nécessaire à cette adaptation au réchauffement climatique. Ici par exemple, récemment en collaboration avec les SIG, une nouvelle buse du jet d'eau qui consomme moins d'énergie et permet de garder pour un temps encore l'emblème de la ville à moindre coût. C'est anecdotique, me direz-vous, mais c'est un très beau travail d'ingénieur et l'énergie qui est économisée, elle n'est pas anecdotique, par exemple. Ici aussi dans l'agriculture, avec un œil gardé sur les ravageurs et les pathogènes qui remontent régulièrement et passent les frontières de Genève et du Tessin. Un exemple sur lequel nous avons travaillé avec une étudiante il y a quelques années, c'est la zosère du poirier. Un très joli nom, un bel insecte très vorace, qui ne mange pas que du poirier, qui détruit des arbres et dont les conditions de développement optimales sont celles du climat des Alpes-Maritimes. C'est un climat délicieux, les Alpes-Maritimes. Eh bien, c'est le climat qui est prévu d'être le nôtre d'ici 30 ans, selon les scénarios moyens du GIEC. Si Genève est le climat des Alpes-Maritimes dans 30 ans,
Alors Nice aura un climat beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec. Et qu'en sera-t-il à Rome, à Bari, à Tunis, où il fait déjà très chaud ces dernières années? Alors oui, nous travaillons ici sur ces domaines, mais aussi là-bas, en collaboration avec des ONG du développement comme DM Mission ou Food for the Hungry, dont le directeur suisse est ici, Roger de Surcher. Là-bas, pourquoi? Parce que les conséquences y sont encore plus sensibles. Oui, parce que depuis 20 ans, le réchauffement climatique a aggravé la situation, a freiné le développement, avec les conséquences connues sur la santé des populations et sur leur sécurité alimentaire. Encore un exemple agricole, parce que je suis le responsable de la filière agronomie, mais que nous travaillons réellement sur ces thématiques. C'est un travail avec une université ivoirienne à Abidjan et un centre de recherche au Kenya sur un insecte récemment arrivé qui s'appelle la légionnaire d'automne. C'est une chenille vorace, arrivée en 2016 des États-Unis, qui couvre actuellement toute l'Afrique, en 8 ans, causant des dommages considérables à l'approvisionnement en nourriture, puisque lorsque ce n'est pas traité, c'est 100% d'un champ de maïs ou de manioc qui va disparaître. Alors elle nous arrivera certainement bientôt en Europe, et la combattre autrement que par des insecticides inefficaces et polluants pour protéger les cultures, c'est une nécessité en Afrique, mais aussi pour nous dans le futur. Voici quelques exemples seulement de notre implication à EPIA dans l'adaptation au réchauffement et dans la transition écologique. Il y en a d'autres, ils sont nombreux ces exemples, tant cette actualité est maintenant au cœur de nos métiers. Mais Madame Duboulot ne m'a laissé que quelques minutes, peut-être 5 minutes, pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, habitué à 3 minutes dans un passé récent, je suis sûr que j'ai réussi à faire moins que ces 5 minutes autorisées. Je laisse maintenant la scène à la secrétaire générale de la FGC, Madame Catherine Schumperli-Yanoussian. Et je vous souhaite donc une fructueuse soirée, pleine d'informations par les différentes conférences et pleine d'échanges par le moment convivial qui suivra. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci François Lefort. Bonsoir Catherine. Catherine Schumperli-Yanoussian, secrétaire générale de la FGC. Merci. Monsieur le maire de Genève, mesdames et messieurs les représentants des collectivités publiques partenaires du canton, de la ville et des communes d'Aunay, du Grand Saconnet et de Carouge, mesdames et messieurs les représentants d'EPIA, chers étudiants, chères étudiantes, chers représentants et chères représentantes des instances et des organisations membres de la FGC, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un véritable plaisir d'ouvrir cette table ronde ce soir au nom de la FGC. Événement annuel consacré cette année à la présentation de la situation climatique actuelle avec les dernières données du GIEC, mais également avec une présentation de la politique de développement de la Suisse dans le domaine du climat, ainsi que les solutions que nos organisations membres de la FGC apportent aux impacts que les impacts du changement climatique peuvent avoir, conséquences importantes, voire brutales, sur les populations les plus vulnérables. Permettez-moi en quelques mots de présenter la Fédération genevoise de coopération pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Cette fédération a été fondée il y a 60 ans, bientôt 60 ans, en 1966, et elle regroupe à ce jour une 60aine d'organisations basées à Genève et actives dans la coopération au développement. Elle finance chaque année plus de 120 projets, des projets majoritairement de développement qui se déroulent en Afrique, Asie ou Amérique latine, mais également des projets d'information ou de partage des savoirs, et ceci grâce aux fonds qui nous sont confiés par les collectivités publiques genevoises, l'État, la ville, les communes, ainsi que par la DDC. La fédération, c'est donc une interface entre ces organisations membres et les bailleurs de fonds qui financent les projets. Mais c'est également un centre de compétences et d'expertise sur les questions de coopération au développement, et à ce titre, elle a également pour mission de faire de l'information et de la sensibilisation sur les questions de la coopération internationale et sur les enjeux globaux. Nous avons organisé cette manifestation en partenariat, en collaboration avec la ville de Genève, à l'occasion de la clôture de l'année de mairie de Monsieur Gomez, qui avait fait du climat un thème fort de son mandat, ainsi qu'avec l'EPIA qui nous reçoit dans cette magnifique aula.
Je tiens à remercier extrêmement chaleureusement l'équipe de la FGC qui n'a pas ménagé ses efforts pour organiser cet événement. Et last but not least, les intervenants et les intervenantes de ce soir qui ont accepté de prendre du temps pour partager leurs connaissances et leurs expertises dans le débat de ce soir. Permettez-moi maintenant un message un peu plus politique. On ne le dira jamais assez, il y a une responsabilité inégale face au réchauffement climatique. Les pays les plus pauvres, ceux de l'hémisphère sud, qui émettent le moins de gaz à effet de serre, sont les plus durement touchés par la crise climatique et principalement les populations qui ont une moindre capacité de résilience et de préparation pour y faire face. Pour les acteurs de la coopération internationale au développement, la justice climatique vient renforcer la notion de justice sociale qui vise à soutenir les populations affectées, et ceci dans une logique de réparation, puisque les conséquences du réchauffement sont injustement supportées par les populations qui en sont le moins responsables. Face aux dérèglements climatiques et à leurs impacts sur ces populations, la FGC soutient, aux côtés de ses organisations membres et de leurs partenaires de terrain, des projets qui ont fait leurs preuves. Nous avons choisi ce soir de vous présenter des projets dans le domaine de l'agroécologie et de l'agroforesterie, mais nos organisations membres travaillent aussi dans les questions de récupération de l'eau de pluie, de la construction d'habitats, de villes durables et d'habitats abordables, ou encore dans des projets d'énergie renouvelable. Ces thématiques sont présentées dans le hall et feront l'objet de conférences dédiées tout au cours de ces 2 prochaines années. Donc je vous invite à découvrir les projets qui se sont présentés dans le hall. La justice climatique exige que la communauté internationale agisse pour aider ces pays à s'adapter et à atténuer ces effets néfastes. Or, les montants de la coopération au développement sont sous forte pression, notamment au niveau fédéral, puisque tout récemment, le Conseil fédéral a décidé qu'une partie des fonds dédiés à la coopération au développement devait être attribuée à la reconstruction de l'Ukraine, et ceci au détriment des pays traditionnellement au bénéfice de l'aide publique au développement. C'est donc un enjeu très important qui se jouera cet automne lors des débats parlementaires aux chambres fédérales. La FGC appelle à traiter de concert les enjeux environnementaux et sociaux pour promouvoir un autre modèle de production et de consommation respectueux de l'environnement et des droits humains. Après les 2 présentations scientifiques et de politique de développement de la DDC, nous allons vous présenter des projets dans le domaine de l'agroécologie soutenus par la FGC. En conclusion, le réchauffement climatique n'est pas une fatalité à laquelle il suffit de s'adapter. Il faut réécrire un futur marqué par des actes de solidarité forts. Catherine Schumperli-Yonossian, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mot de bienvenue maintenant d'Alfonso Gomez. On est le 28 mai, je peux encore dire monsieur le maire. Hein. Oui. Alfonso Gomez, sous vos applaudissements également. Merci beaucoup. Merci. Encore quelques jours. En effet, il me reste encore ma qualité de maire, 7 actes. Et je suis très heureux de conclure quasiment avec ce moment, puisque, comme vous l'avez dit, madame, effectivement, mon année de mairie, je l'ai mis sous le focus de l'urgence climatique et des droits humains. Et cette soirée, cette table ronde qui est organisée par la Fédération genevoise de coopération avec l'EPIA et la ville de Genève, évidemment, est un très beau moment, en tout cas pour moi. D'autant plus que cette table ronde s'intéresse à une question qui est fondamentale, très importante, cela a été dit, celle de la justice, vous l'avez dit avec brio, madame, celle de la justice climatique. Nous savons que l'impact du changement climatique engendré dans sa très grande majorité par nous, par les pays du Nord, affecte de manière dramatique les régions les moins polluantes
Et cela, eh bien, ne fait qu'accentuer les inégalités et la vulnérabilité des populations qui sont déjà aujourd'hui marginalisées. Et les dégâts causés au sud, notamment par l'intensification de la sécheresse, les inondations, altèrent des années d'efforts et de progrès qui ont été réalisés en partie grâce aux projets de coopération au développement. Il est donc indispensable aujourd'hui que les pays du Nord agissent simultanément sur deux fronts. D'une part, en limitant les conséquences du dérèglement par la réduction des gaz à effet de serre, et d'autre part, en soutenant les pays et les populations les plus vulnérables du Sud. Il faut, en conséquence, arrêter d'exporter dans le Sud les déchets de notre surconsommation. Et la ville de Genève, elle s'engage en ce sens avec détermination. Depuis février 2022, elle appuie son action sur une stratégie climat qui se veut ambitieuse. Nos objectifs en la matière sont clairs. Il s'agit de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre du territoire communal, ce que nous produisons, mais aussi ce que nous importons. Et on espère atteindre moins de 60% d'ici 2030. Ça va être compliqué. Et la neutralité carbone en 2050. Ça va être compliqué également, mais finalement on n'a pas le choix. Et en parallèle, la ville renforce son engagement en matière de solidarité internationale. En 2023, et pour la première fois depuis plus de 50 ans, elle a atteint le seuil symbolique des 0,7%. Elle a même dépassé ce seuil puisqu'elle a consacré exactement 0,73% de son budget de fonctionnement à la solidarité internationale, ce dont je me réjouis particulièrement, et j'en profite pour remercier les différents services qui ont fortement contribué. Je vois certaines collaboratrices parmi nous de la délégation de la Genève Ville Solidaire et de l'agenda 21. Ce sont ainsi 172 programmes et projets que la délégation Genève Ville Solidaire a financés en 2023, dont de nombreux ont coïncidé avec les thématiques phares que j'ai portées en tout cas pendant cette année de mairie. Au total, le 21% des projets soutenus par la ville de Genève ont spécifiquement comporté un axe important dans le domaine de l'environnement, qu'il s'agisse du soutien aux aires protégées, du soutien aux peuples autochtones qui sont les gardiens de l'eau et des forêts, du soutien aux défenseurs des droits de l'environnement et de l'écologie. Comme vous le savez certainement, ce sont aujourd'hui eux qui risquent le plus dans les pays du Sud. Quand je dis le plus, c'est pas seulement évidemment l'emprisonnement, mais c'est souvent leur vie face au combat qu'ils mènent. Et puis, il y a eu aussi des projets de promotion de l'agriculture biologique, de l'agroécologie, de l'agroforesterie ou encore du soutien à la biodiversité. Mais aujourd'hui, face aux immenses défis posés par l'urgence climatique, il s'agit d'appeler encore à une mobilisation collective plus forte, plus que jamais. La solidarité internationale relève de notre responsabilité, en tout cas de la responsabilité des villes, de la responsabilité du canton et de la responsabilité des pays prospères, et cela à l'égard des collectivités qui sont aujourd'hui en lutte pour leur survie et pour leur développement. Et dans ce sens, je voudrais terminer en saluant le formidable travail déployé par la Fédération genevoise de coopération qui permet non seulement aux collectivités publiques d'orienter au mieux les fonds alloués en matière de solidarité internationale, mais qui développe également une excellente activité de plaidoyer, de sensibilisation à l'image de l'événement de ce soir. Il s'agit pour nous, pour la ville de Genève, d'un partenaire essentiel. Et j'aimerais également saluer l'ensemble des associations genevoises qui s'engagent pour soutenir les communautés locales dans les pays du Sud, dont de nombreuses, vous les avez vues tout à l'heure, puisqu'elles tenaient des stands aujourd'hui. Leur travail, leur expertise, leur détermination forcent indéniablement le respect et nos remerciements. Et nous avons de plus en plus besoin d'elles. Vous le savez certainement, nous vivons une période difficile, une période de repli où les forces populistes
moi je les appelle réactionnaires, mais bon, à chacun ses termes, eh bien, nous poussent les gouvernements et les pouvoirs publics à revenir en arrière sur un certain nombre de programmes. On l'a vu tout à l'heure également au niveau de la DDC. Eh bien, de plus en plus, nous avons besoin d'elles, nous avons besoin des uns et des autres, et je voudrais par là les remercier pour leur combat et pour leur travail. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci Alfonso Gomez, merci à tous les trois pour avoir posé les bases de notre discussion de ce soir. Place maintenant à l'éclairage de nos panélistes qui vont être avec nous maintenant. On va commencer évidemment par en savoir plus sur l'état du changement climatique aujourd'hui, en 2024. J'appelle Thomas Stocker qui est professeur en climat et en physique et de l'environnement à l'université de Berne pour faire un point sur la situation. Voilà. Merci pour l'introduction, mesdames et messieurs, bonsoir, et merci à la Fédération genevoise de coopération pour l'invitation de vous donner un peu les faits scientifiques, la motivation des données objectifs pour l'engagement que vous faites. Et je vous prie d'excuser mon français fédéral, bien sûr, pas parfait. Voilà. Alors, la courbe plus importante, les données scientifiques plus importantes dans le débat du changement climatique anthropique, c'est celui-ci. Et vous avez vu, bien sûr, cette courbe plusieurs fois, mais cette courbe continue à augmenter. C'est la concentration des gaz à effet de serre, le CO2, le gaz le plus important, ce qui crée le réchauffement global et tous les impacts régionaux dans notre planète. Vous voyez l'augmentation continuelle, mais vous voyez aussi un message très fortueux, c'est les cycles annuels. Et c'est le message d'une planète vivante. C'est la respiration de la végétation globale qui est responsable pour des petites fluctuations avec le cycle annuel. Mais l'augmentation, c'est l'empreinte de l'homme, de la combustion des carburants fossiles, gaz, pétrole, carbone, et la déforestation globale, qui est aussi un effet à l'augmentation des gaz à effet de serre. 2024, 9 ans après le Paris Agreement, et ça continue à augmenter. On se demande si cet agrément a vraiment fait un fait. Alors, dans la science, on est confronté avec la demande si cette augmentation est quelque chose qui était déjà présent dans la planète dans les années précédentes. Et notre recherche à l'université de Berne se préoccupe avec les glaces polaires, l'analyse de l'air qui est emmagasiné dans les carottes de glace de l'Antarctique. Ici, c'est un échantillon de l'Antarctique et vous voyez les boules d'air. Les boules d'air contiennent tous les composants de l'air, aussi les gaz à effet de serre. Et ils contiennent d'ailleurs le climat des 800 000 dernières années. Une histoire climatique que l'homme maintenant peut lire dans l'archive climatique naturelle. Alors, si on analyse cet air, on peut tracer les variations de CO2 pendant 800 000 ans dans le passé. Ça commence à la gauche et puis ça continue à droite. Il y a des variations naturelles, c'est clair. Mais les concentrations actuelles sont sans précédent.
2024, la concentration est augmentée par 35% par le niveau maximum du passé. Et vous voyez, c'est une augmentation très, très rapide. La planète a jamais vu une augmentation tellement forte, tellement vite. Alors, ça doit avoir des conséquences si on comprend le système climatique. Et les conséquences, on peut mesurer. Il y a la mesure de la température. La courbe ici commence à 1880. Ce sont des millions de données, des mesures thermométriques partout le globe. Et vous voyez, il y a des variations naturelles. Il y a des années plus chaudes, moins chaudes, mais l'augmentation est très évidente depuis 1970. Aujourd'hui, 2023, est l'année plus chaude au niveau global moyen que jamais dans ces données. Et on peut affirmer, c'est une affirmation du GIEC aussi, alors approuvée par 195 pays en consensus, qu'il y a un réchauffement depuis 1900 de 1,2 degré. Dans la Suisse, on a un réchauffement de 2,5 degrés. On reçoit un peu plus et ça pourrait être une motivation de faire plus en Suisse. On voit qu'on arrive, Thomas Stocker, à un point totalement culminant. La Suisse plus réchauffée que la moyenne mondiale des pays par rapport au réchauffement. C'est bien cela. Une question se pose puisqu'on s'intéresse ce soir aux pays du Sud. Ça, c'est la tendance globale à l'échelle de la planète. Maintenant, dans les différents pays, ça se caractérise comment ce réchauffement qui malheureusement se poursuit? Oui, c'est pas seulement le réchauffement du moyen annuel qui a l'impact aux pays vulnérables, c'est bien plus les événements extrêmes et je viens de parler de ça dans une minute, si vous permettez. Voilà, c'est le visio des événements extrêmes. Par exemple, 2022, on a partout le monde des extrêmes de chaleur. C'est le petit thermomètre, le symbole, ou bien les ouragans dans les zones tropiques. Alors, vous voyez, les zones vulnérables du sud global est aussi affectées bien plus avec des événements extrême. 2022, 2023, la même chose dans des autres parts. Et maintenant, dans la science, on parle des événements qui se manifestent plusieurs fois dans l'année, qui est un défi particulier pour l'adaptation. Voilà, je vous donne un exemple. Les événements du chaleur, alors la canicule, statistiquement on parle d'un événement de 50 ans, alors une fois dans 50 ans, alors les gens sont habitués à cet événement, ça se passe et puis c'est fini. Et c'est la condition qu'on avait eue avant la industrialisation, avant l'effet global du réchauffement. Présent, on est à environ 1 degré de réchauffement. Vous voyez que c'est devenu déjà un événement chaque 10 ans. Et pour des autres niveaux de réchauffement au pré-futur, 1,5, 2 degrés ou 4 degrés, un réchauffement qui se résulte avec un scénario de business as usual, vous voyez que ça devient le nouveau normal. Alors, un événement qui est très difficile à s'adapter pour les gens et les secteurs vulnérables d'une société, d'une communauté. Alors, ce sont les événements extrêmes qui dépendent de chaque dizaine de degrés, dixième de degré. Alors ça, c'est important
étant de limiter le réchauffement à 1,5. Malheureusement, cet objectif est presque passé. On a laissé passer ça. Et l'objectif achevable, ça serait le 2 degrés. Sécheresse aussi, c'était considéré dans le dernier rapport du GIEC, événement chaque 10 ans. Vous voyez que ça augmente aussi dans la fréquence et sécheresse, ça impacte aussi la production de la nourriture et des autres choses. Je vous donne aussi un exemple qui est une mesure du changement de la biodiversité par rapport au changement climatique. On a fait des simulations chez nous dans l'université de Berne des nombres d'espèces graminées. Aujourd'hui, vous voyez là, on a individué 7 graminées indicateurs pour la région de l'Afrique de l'Est. Vous voyez la distribution normale, disons aujourd'hui, les changements qui résultent de l'impact du changement de la température, mais aussi de la pluie et de la saisonnalité de pluie, est une réduction dans la grosse partie de la zone, une réduction de nombre de ces espèces. Ça veut dire une réduction de la biodiversité. Il y a des zones qui sont colorées en vert, qui expérimentent une augmentation du nombre, mais c'est plutôt la majorité des zones qui sont clés pour les pastoralistes et pour la société de l'Afrique de l'Est va changer la biodiversité dans un scénario d'émission business as usual, on doit dire. Voilà. Un autre aspect qui est, je crois, très important pour la société globale est le niveau du réchauffement et les impacts climatiques. Si on compare ça avec les climats passés. Et ici, vous voyez l'évolution du climat, le CO2, la courbe supérieure, et la température, courbe inférieure, pendant les 60 millions d'années passées. Alors, c'est comme un voyage de temps. On commence à Early Eocène, le Mid-Pleistocène, et puis les changements des âges glaciaires pendant les 1 million des ans passés. Puis, on voit l'augmentation climatique qu'on a expérimentée jusqu'ici et les projections, les scénarios jusqu'à l'an 2300. J'ai indiqué ici le niveau de réchauffement dans 2 scénarios à 2100. C'est pas très loin si on considère. Et puis en 2300. Et vous voyez qu'on arrive à un réchauffement qui est comparable au réchauffement qu'on a eu 10 millions d'années en passé. Ça veut dire un changement très, très, très fort dans une période très courte. Alors, l'adaptation de l'homme, l'adaptation de la biosphère, l'adaptation des écosystèmes est sur la demande. On se demande si l'adaptation est vraiment possible. Voilà, la rapidité de ces changements peut aussi lancer des points de bouleversement, des points de basculement. On sait de la science du paléoclimat que ces points de basculement sont omniprésents dans le système climatique qui est complexe. On a dans la science établi un catalogue des points de basculement que vous voyez ici, et il y a des éléments ici qui sont vraiment très dangereux. Par exemple, le mousson. Le mousson, vous voyez, c'est un élément climatique qui est important pour 1 milliard de gens. Par exemple, dans le subcontinent de l'Inde. C'est ça qu'il faut passer. Zéro émission.
Zéro émission de gaz à effet de serre. C'est la seule solution. Pas de géoénergie, pas des expériments supplémentaires, mais zéro émission. Et zéro émission, je dirais, c'est le visio dernier, c'est la protection du climat est une nécessité écologique. Vous avez vu dans mon discours très court, une nécessité écologique, mais aussi un impératif économique. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations qu'il faut faire dans des pays, partout, mais dans un pays comme la Suisse, avec une force innovatrice, ça serait aussi une opportunité qu'on n'a pas encore réalisée dans les derniers 20 ans, où on est en débat combien le changement climatique se dépasse et qu'est-ce qu'il faut faire. Jusqu'ici, on n'a fait rien dans la Suisse. Merci. Thomas Stocker, merci. Pierre-André Cordet, vous nous rejoignez. Vous êtes chef suppléant de l'unité climat, réduction des risques de catastrophes et environnement à la DDC, donc auprès du DFAE. Avec vous, on va voir maintenant un petit peu plus en détail tout ce que ce panorama, ce tableau que vous nous avez décrit au niveau climatique, comment tout cela évidemment impacte dans tous ces enjeux, la coopération internationale suisse. Au niveau international, on sait déjà une question, comment la Suisse se positionne-t-elle dans les discussions multilatérales sur les enjeux climatiques, plus particulièrement sur les fonds climat. C'est 400 millions de francs par an qui sont prévus dans le budget de la coopération internationale. On disait qu'il y avait une affectation qui changeait évidemment en raison de la guerre en Ukraine, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui cette somme, elle est, soyons vraiment directs, est-ce que cette somme est suffisante par rapport aux enjeux? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à la FGC pour la gentille invitation de la DDC à cette table ronde. Nous sommes très contents d'être présents pour cette problématique qui nous touche tous et qui est évidemment aussi au cœur du travail de la DDC. Alors, peut-être en guise de répétition, vous êtes une audience avertie, mais peut-être répéter que au niveau international, on le sait, on le dit et on le redit, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Les émissions mondiales atteignent année après année un nouveau seuil. Et c'est pour cela que j'ai repris la couverture du dernier rapport sur les émissions mondiales du Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour illustrer le jeu de mots en anglais de ces records d'émissions à répétition qui résonnent tel un vinyle rayé. On le sait, la deuxième constatation, et cela a été dit par Madame la Secrétaire Générale, que les émissions sont réparties de manière très inégale entre pays, régions, aussi entre populations et groupes de populations. Et nous le savons que c'est justement dans les contextes fragiles que nous avons aussi les groupes et les personnes les plus vulnérables. Et ce sont en fait ces deux états de fait qui sous-tendent la position générale de la Suisse en matière du climat au niveau international, dans les instances multilatérales, dans les négociations climatiques. Plus concrètement, la Suisse s'engage à réduire graduellement ses émissions, peut-être à défaut de le faire drastiquement. Elle s'engage pour un plan plus ambitieux au niveau international, dans l'enceinte donc de la communauté internationale, pour réduire ses émissions. Elle s'engage également pour plus de leadership de la part des grands pays émetteurs, principalement du G20, et d'autres grands émetteurs qui ne font pas partie du G20, notamment les pays du Golfe et d'autres pays donc émergents comme la Chine et l'Inde. Et tout cela est fort compliqué parce qu'au-delà du message général qui oppose le nord au sud, les intérêts macroéconomiques, les intérêts spécifiques de chaque pays, des 200 pays qui participent à ces négociations sont
constituent des constellations qui sont difficiles à désenchevêtrer et qui donc impliquent un engagement sur plusieurs fronts. Et cela est sous-tendu par, d'un côté, des pays industrialisés qui ne prennent pas pleinement les responsabilités qu'ils devraient prendre, et de l'autre, certains grands pays émergents qui freinent ou qui esquivent peut-être des décisions à prendre au niveau de la réduction du climat. Par rapport au financement de la Suisse, j'y reviens tout à l'heure, mais par rapport à l'objectif, il est principalement engagé dans l'adaptation. Et c'est par le biais des fonds de la coopération. Désolé, je me trompe toujours. Je suis gaucher, c'est probablement la raison pour laquelle je me trompe. Le financement de la Suisse se fait principalement dans l'atténuation. Mais comme nous le voyons sur cette slide, il est évident que selon différentes estimations, le financement global, et pas uniquement de la Suisse, donc ça répond indirectement à la question posée, le financement global pour l'atténuation d'un côté, pour l'adaptation de l'autre, et nouvellement pour répondre aux pertes et dommages causés par les effets déjà présents dans les pays en développement principalement, ne suffisent pas, et ne suffisent largement pas. Et du coup, la pression internationale va augmenter, et cela est valable pour la majorité des pays, et pas uniquement pour la Suisse. Les pays industrialisés seront appelés à mettre plus à disposition pour combattre les effets du changement climatique et pour pousser la transition énergétique. Pour ce qui concerne la situation actuelle, cela aussi a déjà été mentionné, la Suisse tient ses engagements pris ces dernières années. Donc il y a eu une accentuation et une part des financements de l'aide publique au développement mis à disposition de la Suisse pour le climat et pour l'environnement, qui a graduellement augmenté ces dernières décennies. Et nous arrivons maintenant à un plafond qui, effectivement, se situe autour des 400 millions de francs par année, ce qui a été confirmé la semaine passée par le Conseil fédéral, qui a validé la nouvelle stratégie de coopération pour les années 25-28, pardon, et qui doit maintenant passer encore devant le Parlement. C'est évidemment une autre situation. Alors, vous parlez de cet exercice, justement, 25-28, à cet horizon-là, on a compris que les efforts des pays industrialisés, dont la Suisse, devraient être renforcés. Dans un contexte financier qui est quand même tendu, là, la coopération internationale suisse, elle va s'adapter comment, et qu'est-ce qu'elle va faire pendant cette période-là? Alors, j'y viens avec cette continuité des 4 objectifs que s'est posé la coopération internationale de la Suisse déjà pour le message actuel. Ces 4 objectifs qui s'auto-alimentent et qui contribuent aux objectifs du développement durable, à l'agenda 2030, soit la sauvegarde de la paix, la promotion de la paix, le développement économique inclusif, sauver des vies, les services à la société tels santé, éducation, et finalement climat et environnement. Cet objectif reste, mais la continuité évidemment n'est pas tout à fait donnée au vu des crises auxquelles nous faisons face en tant que communauté internationale, et les pressions et les décisions et les priorités que la Suisse politique doit prendre avec ses engagements de coopération internationale. Donc oui, garantir un développement respectueux de l'environnement et résilient au changement climatique et aux catastrophes naturelles en faveur des plus défavorisés, cela reste, mais nous faisons face à d'autres priorités, comme par exemple la décision de augmenter l'aide humanitaire à 25% de l'enveloppe de 11,3 milliards, qui fait donc la totalité du message pour les prochaines 4 ans, ou par exemple
cela a également été mentionné, de réserver 1,6 milliard pour la reconstruction, l'appui en Ukraine, qui également proviennent des fonds de développement. Et il faut le dire, nous manquons de canaux alternatifs de financement pour le climat, qui, comme nous l'avons vu, va nécessiter une démultiplication d'efforts aussi financiers. Du côté plus positif et proactif, un élément qui a fortement évolué au sein de notre organisation et dans notre manière de travailler, c'est une intégration beaucoup plus systématique de la dimension climat et de l'environnement dans nos programmes, que ce soit dans les programmes pays, donc au sens agrégé, à travers des engagements stratégiques de nos bureaux, et au niveau des projets où nous apportons en tant qu'unité thématique de l'appui pour une meilleure intégration de ces éléments. Donc il faut sensibiliser, il faut former, il faut générer des compétences pour pouvoir intégrer une lunette, pour ainsi dire, climat et environnement. Nous avons pour cela un instrument ou plusieurs instruments, comme un climate check si vous voulez, mais aussi des éléments stratégiques qui permettent à nos collaborateurs de systématiquement intégrer cette lunette à toute approche, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation ou du développement rural par exemple. Et cela se fait de plus en plus, pas uniquement à la DDC, mais dans beaucoup d'instances internationales, à la Banque mondiale, etc. Pierre-André Courtrai, dans le cadre des projets soutenus par la DDC, sur le terrain, concrètement, quelles sont les réponses qui sont apportées auprès des populations vulnérables au changement climatique, des bénéficiaires, pour s'adapter au changement climatique? Alors, pour faire la transition vers cette question, juste pour m'arrêter une seconde à nouveau sur une offre du GIEC, qui est un modèle de risque et qui démontre ce que nous avons déjà entendu aujourd'hui, cette interaction entre les aléas climatiques, la société ou les systèmes humains et les systèmes naturels ou les écosystèmes, qui démontrent que finalement, si nous voulons aborder le problème climatique de manière intégrale, il est important d'agir sur toutes ces interactions de manière simultanée et de manière coordonnée. Et c'est là où nous essayons, avec une approche DDC et avec nos partenaires, de combiner justement cette approche, cette triple approche, de traiter l'ingérable lorsque nous avons dépassé, nous nous trouvons dans des situations d'urgence humanitaire dues à un effet, une catastrophe climatique, de travailler sur minimiser les risques, qui est donc communément connu sous l'adaptation au niveau des populations, et finalement, de manière beaucoup plus large, et ça a été mentionné également, de réduire le réchauffement et de travailler sur la résilience des écosystèmes, préservation de la biodiversité. Cela peut être donc si on prend ces trois axes d'action, nous avons de l'autre côté des projets dans la réduction des émissions dans le bâti, par exemple, réduire les émissions du bâti. Nous avons de meilleures prévisions météorologiques et climatiques pour une meilleure adaptation dans le domaine de l'agriculture. Nous avons le soutien à des systèmes d'alerte précoce dans les zones rurales, en montagne, dans les zones côtières. Nous avons l'aide humanitaire pour la réponse, qui est aussi nécessaire, comme mentionné. Et nous avons aussi l'approche gestion durable de la forêt, la gestion communautaire de la forêt. Nous allons entendre un exemple tout à l'heure. Et finalement aussi la restauration des paysages pour maintenir la biodiversité et aussi la capture carbone. Donc c'est un ensemble de mesures qu'il s'agit de prendre et qu'il s'agit de cibler. Je terminerai sur cette slide d'une analyse que nous avons commanditée pour avoir justement sur la base du modèle du GIEC une bonne compréhension de l'articulation des différents risques qui justement suscitent ou se combinent avec la vulnérabilité des pays et des populations et qui nous orientent
par rapport aux priorités géographiques. Et je terminerai avec ça. C'est intéressant cette carte, Pierre-André Grandet, parce que vous montrez ces very high risk tout en bas à gauche, et on voit que sur le continent africain, c'est vraiment la zone rose vif avec l'indice le plus impressionnant. Voilà. Bah merci beaucoup. Vous aviez quelque chose à ajouter? Non, peut-être que c'est évidemment une démultiplication de risques qui se superposent. Vous avez entendu la sécheresse, la pénurie en eau, les inondations, la désertification, l'insécurité alimentaire, l'insécurité énergétique, les canicules mentionnées par monsieur le professeur, et du coup une palette de solutions, agroécologie, gestion des forêts, aussi combattre la pollution de l'air, et tout ça doit être évidemment ciblé et contextualisé à travers notre réseau de bureaux. Et ben justement, on va détailler tout cela. Je vais vous parler de l'Afrique parce qu'on va se concentrer toutes les prochaines minutes sur deux exemples sur le continent africain. Merci beaucoup, Pierre-André. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on sera dans quelques instants en duplex avec le Burundi pour avoir un exemple concret sur le terrain. Juste avant, on va partir avec vous, Sandy Mermo, pour la Tanzanie, en parlant de gestion communautaire des forêts, des enjeux climatiques justement dans ce pays, la Tanzanie. Vous êtes chargé de programme auprès de l'ADAP, l'association pour le développement des aires protégées. Les forêts, vous en parliez, Pierre-André, il y a quelques instants, et vous allez nous l'expliquer en détail. Elles jouent un rôle très important pour atténuer les effets très vifs du dérèglement climatique. Tout à fait, merci. Donc on a vu la théorie et nous on essaye de mettre en pratique. Donc je vais vous présenter ce qu'on fait en Tanzanie. Donc notre association, elle a vraiment choisi il y a 25 ans faut que je mette la slide, de miser sur la conservation d'écosystèmes fonctionnels connectés, parce que déjà ils stockent du carbone. Ils permettent aussi d'être plus résilients face aux effets du changement climatique, mais en plus, ils permettent de produire des ressources qui sont valorisables pour les communautés locales, que ce soit du miel, des champignons, de la viande, du bois. Ils permettent aussi de maintenir le cycle de l'eau localement, au moins d'essayer que les pluies soient encore assez régulières. Les forêts protègent les sols. Et en dernier, ça conserve aussi la biodiversité, qui est aussi une autre crise majeure. Et cette biodiversité, par exemple, les méga herbivores qu'on n'a plus chez nous, les grands herbivores, en Afrique, il y a encore des hippopotames, des éléphants, des buffles, et ça permet aussi de stocker encore davantage de carbone, parce que c'est vraiment des architectes des écosystèmes. Les forêts où on travaille, on est dans l'ouest de la Tanzanie. C'est des forêts de Miombo qui sont des forêts sèches, tropicales. C'est des forêts qui sont excellentes pour l'apiculture. Elles abritent aussi encore des espèces de mammifères menacés. Il y a encore du lion, de l'éléphant, du lycaon, des pangolins. Et c'est des forêts qui sont très utilisées aussi par les habitants. Ici, on voit les différentes réserves où l'ADAP intervient. On va se concentrer aujourd'hui sur l'exemple de deux réserves qui sont Mlele et Rungwa, qui font ensemble 4800 km², donc ça fait plus que Vaud, Genève, Neuchâtel réunis. Sur ces kilomètres carrés, on a estimé que la forêt, en tout cas la biomasse qui est au-dessus du sol, elle stocke chaque année 180 000 tonnes de CO2. Alors bien sûr, ça fait moins par unité de surface qu'une forêt tropicale humide, qu'une mangrove, qu'un marais, mais c'est quand même significatif. Et on voit que ça pourrait, ça correspond à l'émission de 15 000 Suisses ou 1 million de Tanzaniens. Donc là aussi on voit avec cet ordre de grandeur que on pourrait se dire c'est que 15 000 Suisses, c'est pas grand chose, mais non, en fait c'est nous qui consommons et qui émettons trop, et on voit vraiment que pour les Tanzaniens ça fait 1/70 des habitants. Localement, on constate déjà une modification du régime des pluies qui affecte bien sûr les cultures, qui affecte l'approvisionnement en eau des habitants, des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. On a aussi un fort impact sur les récoltes de miel qui sont parfois très faibles. Et
on voit que c'est important, enfin c'est problématique pour les gens, mais les forêts en elles-mêmes, si elles sont fonctionnelles, elles résistent pour le moment assez bien au changement climatique, parce que c'est des forêts qui sont habituées à 6 mois de sécheresse, qui sont habituées au passage du feu, donc elles sont vraiment très résilientes. Mais le problème, c'est qu'il y a en plus du changement climatique, c'est qu'il y a des pressions directes humaine, où il y a un taux de déforestation très élevé, il y a beaucoup de surpâturage, il y a aussi des feux qui sont allumés de manière volontaire et qui sont très violents. Donc c'est vraiment tout ça combiné qui fait que ça empêche la résilience et qui accélère aussi le changement climatique, parce que finalement quand une grande quantité d'herbe ou de bois brûle, ça relâche encore plus de CO2. Quand le champ est déforesté, ça relâche aussi du CO2, donc on est vraiment... Voilà, c'est très tendu. Et dans le contexte justement que vous écrivez, Sandy Mermeau, comment est-ce que l'ADAP s'y prend pour protéger les écosystèmes, on voit qu'ils sont menacés de toutes parts là. Oui. On a plusieurs façons de protéger des écosystèmes. On peut le faire de façon un peu spontanée, que ce soit un acteur public, un acteur privé, par voie légale ou non. Mais voilà, ça se fera sur de petites entités. C'est pas très durable dans le temps. On peut aussi conserver en faisant des aires protégées strictes, comme des parcs nationaux, où là l'usage, l'accès sera restreint pour les populations locales. On peut aussi avoir des aires protégées qui sont délimitées pour du multi-usage, où les gens peuvent quand même collecter du bois, aller poser les ruches, mais ça peut être géré par l'État central, donc c'est l'État qui décide de tout et qui obtient les bénéfices. Et on peut aussi faire des aires protégées où l'usage des ressources est permis, mais on le fait avec les communautés et c'est elles qui prennent les décisions ou co-décident et obtiennent une partie des bénéfices. Et c'est bien évidemment ce que notre association a choisi comme modèle. Donc nous, ce qu'on fait, comment on conserve avec les gens, on a vraiment deux approches. On soutient tout le processus légal et administratif pour établir de la cogestion ou de la gestion communautaire. Donc on se base vraiment sur le cadre légal tanzanien qui a développé plusieurs modèles pour redonner des droits aux communautés. Et en parallèle, on travaille sur le développement de filières de produits naturels qui proviennent des forêts. Donc là, on a misé sur le miel et les champignons sauvages. Et on fait aussi une promotion de l'agroécologie, mais là je vais pas m'étaler vu qu'on aura une grande présentation après là-dessus. L'ADAP a une branche en Tanzanie. Elle a des partenaires locaux qui sont des associations ou des organismes de gestion avec les gouvernements villageois pour co-gérer les réserves. Et on a 3 projets actuellement. Et ça couvre environ une 30aine de villages et un bassin de population de 100 000 personnes. Comment est-ce que ces projets sont financés ? Là aussi, on a plusieurs voies possibles. On peut financer une aire protégée grâce à l'exploitation de ces ressources. Donc ça peut être du tourisme, ça peut être de la chasse, ça peut être de la coupe de bois, mais souvent c'est pas suffisant. On a aussi des subventions qui viennent des budgets nationaux, mais dans les pays du Sud, il y a souvent d'autres priorités avant. Les aires protégées sont coûteuses, donc c'est là qu'interviennent la plupart du temps des programmes bi- ou multilatéraux de coopération pure ou de conservation. Souvent c'est des programmes qui sont à court ou moyen terme et c'est souvent la gouvernance, les décisions sont encore beaucoup prises au nord. Et on a aussi des financements privés qui sont possibles via des entreprises, certaines fondations, et on a aussi maintenant depuis plusieurs années les systèmes de crédit carbone pour en tout cas ce qui est de la protection des forêts. Nous, pour le moment, l'ADAP, on fonctionne financement par projet, donc notre bailleur principal c'est la FGC. On a aussi obtenu une subvention de l'USAID en Tanzanie. Donc c'est des projets qui sont vraiment, il y a toute une révision par des experts, il y a une certaine garantie qualité, il y a aussi un suivi qui est assuré et c'est intéressant. Par contre, c'est souvent du court ou du moyen terme et il y a toujours quand même l'approbation qui vient du Nord. Alors c'est bien, mais des fois on peut combiner ça avec d'autres approches. Et nous, ce qu'on est en train de réfléchir pour les projets où on travaille, vu qu'on est sur des aires forestières vraiment énormes, les crédits carbone existent.
on peut être pour ou contre cette approche, mais elle est là, l'argent est là. Notre pays l'approuve complètement. Il aimerait même passer de 25% de compensation de nos émissions à l'extérieur du pays à 40%. Donc voilà, ça on peut le discuter. Par contre, nous on se dit, l'argent est là, autant essayer de l'utiliser le mieux possible. Et c'est des projets qui pourraient, par exemple, dans les zones où on est, c'est des projets qui durent 30 ans, qui sont certifiés par des organismes indépendants, et il y a encore de la valeur ajoutée au crédit s'ils touchent de la biodiversité ou contribuent aux objectifs de développement durable. Et en 10 ans, les estimations assez basses, ça serait que 17 millions de francs pourraient être versés aux services forestiers, aux districts et aux villages directement. Donc après, ça sera libre à eux de décider comment ils l'utilisent. Et ça, c'est souvent des choses qu'on retrouve moins avec des projets de coopération. Et je pense que voilà, il n'y a pas un meilleur modèle. L'idéal, ça serait de combiner et aussi de s'adapter au contexte. Et en conclusion, vraiment le résumé, c'est de dire, je crois qu'il faut déjà vraiment qu'on réduise au nord. Et si vraiment on doit compenser, je pense qu'il faut le faire d'une manière à ce que ça protège la biodiversité et que ça contribue aussi au bien-être, aux moyens d'existence des pays du Sud. Et il y a aussi toute une partie, les forêts, c'est très bien qu'on conserve les écosystèmes en Tanzanie, mais il faudrait aussi travailler sur l'approvisionnement énergétique, sur l'utilisation des terres, sur les techniques culturales, pastorales, et ça c'est tout un autre domaine, et nous on est moins là-dedans, mais je pense ça montre qu'on doit être vraiment tous ensemble pour relever ce défi. Merci Sandy Mermeau pour cet exemple de l'action en Tanzanie. Autre exemple en Afrique, on a choisi d'avoir une approche terrain, justement, en étant en direct avec le Burundi. Cette fois, on change de pays. Et c'est Prosper qui est avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes responsable de la sécurité alimentaire à FH Burundi, Food for Hungry. Vous êtes le partenaire local de FH Suisse. Avec vous, on va voir également comment, chez vous, sur le terrain, les enjeux climatiques se concrétisent sur l'agro-agriculture, l'impact et les solutions sur les projets d'agroécologie. On va voir ensemble les effets du changement climatique au Burundi, les solutions pour contrer ces effets de changement climatique. Voilà, ici au Burundi, la majorité des effets de changement climatique, c'est généralement les inondations. Les inondations et les sécheresses prolongées. Pour les inondations, nous avons généralement la population qui est affectée par les inondations et qui sont obligés de trouver des refuges dans des cadres temporaires, là où ils construisent de petites maisonnettes en tente et ils vivent dans des conditions un peu déplorables parce qu'ils ont perdu tout. Ça, c'est un des effets du changement climatique. Dans certains points, on a aussi des sécheresses prolongées. Et la sécheresse normale, la saison sèche normalement au Burundi, ça prend 4 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et au cours de la saison culturelle, il peut y avoir des interruptions dues au dérèglement climatique. Et on peut avoir des cultures qui échouent et puis la population est affectée par la famine et certains sont obligés aussi de faire des migrations pour chercher là où la vie est possible. Donc, il y a des solutions à tous ces changements climatique. L'agroécologie est une des solutions parce qu'il augmente la capacité d'adaptation au changement climatique, réduit la vulnérabilité des écosystèmes, principalement grâce à l'amélioration de la santé des sols, la biodiversité et la forte diversification des espèces et des ressources génétiques au sein des écosystèmes de production. En plus, elle réduit l'utilisation des engrais et aussi des pesticides synthétiques. Donc, on n'est pas obligé seulement d'utiliser les engrais synthétiques ou les systèmes, les pesticides synthétiques, parce que il y a une méthode aussi de lutte intégrée des pestes. À certains endroits,
suite au changement climatique, on peut aussi avoir la résurgence des maladies bactériennes et aussi les maladies virales dues aux perturbations climatiques, mais l'agroécologie devient comme une solution. Voilà, c'est une des solutions qu'on utilise, c'est le paillage. Le paillage permet aussi de réduire la vulnérabilité des écosystèmes. Principalement, ça améliore la santé aussi, ça augmente aussi la fertilité des sols, ça retient l'eau, augmente aussi l'infiltration. Voilà, ça c'est une des méthodes qu'on utilise pour augmenter la fertilité et aussi augmenter la retenue de l'eau, c'est le compostage à chaud. Donc ici, on a au niveau des villages, donc on fait le compost et on utilise le compost pour la fertilisation et aussi pour minimiser l'érosion et aussi favoriser aussi la santé des sols et aussi la restauration des écosystèmes. Voilà, ici aussi nous avons une autre méthode agroécologique, le paillage, là où avec le paillage les cultures sont capables de résister à une forte pluie et à un certain moment à la sécheresse. Et aussi, nous avons aussi l'agroforesterie aussi qui peut être aussi bénéfique parce que ça permet aussi ça crée un microclimat, ça favorise aussi l'infiltration, ça fait aussi barrière aux fortes pluies et aux pluies torrentielles, donc qui endommagent généralement les cultures et aussi les maisons. La plantation des arbres crée aussi des microclimats des champs et ça protège aussi les champs contre l'érosion terrestre et aussi l'érosion aérienne. Les favorise aussi les échanges dans le sol et améliore aussi la nutrition des plantes. Voilà, le traçage des courbes de niveau aussi vient comme une solution pour l'érosion aussi, les inondations qu'on remarque ici et là, parce que ça freine l'érosion, protège contre les inondations, les glissements de terrain, et aussi la protection des bassins versants favorise aussi l'infiltration des eaux des pluies au lieu d'avoir des ruissellements. Et aussi, on plante aussi des herbes fixatrices au bord des terrasses pour que ça ne s'écoule pas. Aussi, ça permet aussi, ça contribue aussi dans l'alimentation du bétail. Ça augmente aussi la diversité des cultures pour l'alimentation humaine et le fourrage. Voilà, ici, nous avons typiquement des corridors au Burundi qui sont en pente. Vous voyez, de l'autre côté, on casse des courbes de niveau et ici, on plante des anti-érosifs pour finalement minimiser les eaux de ruissellement et aussi surtout favoriser l'infiltration. Voilà, d'une manière générale, le paysage burundais qui est protégé contre l'érosion et aussi on le fait pour les bassins versants pour minimiser le risque des inondations et surtout aussi pour conserver aussi l'eau pour que l'eau au lieu de se ruisseler, ça s'infiltre. Voilà. Merci de votre attention. C'est le moment du question-réponse maintenant dans le cadre de cet événement. On va commencer par les questions qui sont à votre adresse. Tant qu'on est en liaison avec vous, on va commencer peut-être 1, 2, 3 questions. Je vous invite toutes et tous, si vous avez des questions ou une question pour Prosper, à lever la main. Et puis le micro va venir vers vous pour que vous puissiez poser votre question à Prosper Nyonsaba, qui est responsable sécurité alimentaire pour Food for Hungry
partenaire local de FH Suisse. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Ma question est très simple, c'est sur l'acceptation de l'agroforesterie au Burundi. Ici en Suisse, ça reste très marginal, très pionnier encore. Comment est la situation au Burundi? Comment vous arrivez à convaincre les agriculteurs, les agricultrices de se reconvertir à ces méthodes de culture? Ça n'a pas été facile parce que la population était habituée à la méthode conventionnelle. Alors, basculer directement vers l'agroécologie, c'était difficile, mais avec des démonstrations de deux méthodes, la population a fini par comprendre et essayer la méthode, et ils ont vu que c'est moins coûteuse. Bien sûr, ça prend suffisamment de temps, mais dès que vous avez restauré la santé du sol, dès que vous avez respecté les méthodes agroécologiques, donc il remarque exactement des résultats qui sont satisfaisants. Donc leurs champs ne sont plus vulnérables à la sécheresse, et aussi résistent beaucoup aux intempéries. Donc ils adoptent graduellement, mais maintenant on a pu même convaincre le gouvernement que c'est une méthode qui est meilleure. Donc avec cet appui, alors maintenant la population a adopté, bien sûr c'est pas à 80%, mais ils adoptent graduellement la méthode, et ceux qui adoptent la méthode n'abandonnent pas, ne basculent pas. Voilà pour la réponse. Il y a une autre question. Bonsoir madame. Bonsoir à tous. Prosper, j'ai une question. Je voulais savoir, là vous avez parlé de l'agroforesterie, vous avez répondu. Je voulais savoir si cette méthode est une innovation dans le coin. Si oui, comment? Sinon, quelle différence faites-vous entre l'agroforesterie que les anciennes sociétés pratiquaient et cette méthode passée dans leur culture? Merci. C'est une amélioration de ce qui était existant déjà. Le compostage existait déjà, l'agroforesterie existait déjà. Ce qu'on a fait pour l'agroforesterie, c'est de sélectionner des essences qui sont à usage multiple et qui cohabitent très bien avec les cultures. Sinon, ce qui est des courbes de niveau, c'était une méthode qui était déjà là, et on a juste amélioré quant au traçage, quant au mesurage, et aussi quant à l'orientation. Donc ça a été vraiment une amélioration de ce qui existait déjà, et d'une façon plus pratique et aussi plus améliorée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Bujumbura, du Burundi. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, à bientôt, et merci d'avoir participé en duplex. Bonne soirée à Bujumbura. Le question-réponse qui continue avec nos autres panélistes, évidemment, qui sont prêts à vous répondre. Se lever simplement la main, et puis le micro arrive, ou arrivera. On vous a vu. Bonsoir à toutes et à tous. Jolt Morer, ingénieur agronome d'EPIA. Et quand monsieur Pierre-André Cordet a fait sa présentation, il parlait de la Suisse et comment il faisait face aux objectifs par étapes et progressivement. Je pu voir monsieur Thomas Stocker faire une petite grimace, n'est-ce pas? Alors je vais baser mon commentaire par rapport à ça parce qu'il me semble que tout est une question de temps et des réactions dans le temps. Donc c'est une situation qui est très difficile pour les régimes démocratiques parce qu'ils doivent prendre un certain temps de consulter la population. C'est pareil pour les pays du Sud et pour les pays du Nord. Donc ma question c'est, est-ce que ce serait pas le moment de mettre en place une... je vais être un peu provocateur. Dans les régimes démocratiques, dans les constitutions, il me semble que ça existe, cette forme d'état d'exception. Et pour justement
préserver la démocratie, ça serait pas le moment de mettre en place un état d'exception climatique pour pouvoir répondre de manière démocratique à cette urgence, parce que le mot c'est une urgence, et pouvoir faire passer les lois. Et je profite que Monsieur le maire il est là, mais la question il est aussi pour le professeur. Qu'est-ce que vous en pensez de cet état d'exception à mettre en place? Merci. Oui, merci bien pour l'occasion de un peu préciser aussi mon affirmation peut-être un peu catégorique que rien se passe en Suisse. On a écouté du maire de Genève qu'on a des projets, on a plusieurs des projets sur le niveau local. On connaît aussi les projets sur le niveau cantonal. Par exemple, le canton du Glarus qui a une loi très progressiste quant à ce qui concerne le réchauffement à carburant fossile. Alors, une élimination totale de cette technologie dans le canton. Alors, il y a plusieurs des progrès, mais il n'y a pas un progrès sur le niveau fédéral, je dirais. Quand même, on est le seul pays dans le monde qui s'est donné par un processus démocratique l'objectif d'accord de Paris. Il n'y a que la Suisse qui a eu un plébiscite que cet objectif de Paris est accordé en Suisse. Mais ça veut dire maintenant qu'il faut faire des pas. Et les pas en Suisse n'étaient pas faits. Si on considère pas seulement les émissions domestiques, qui sont les émissions qui comptent pour l'accord de Paris, mais les émissions qui comptent pour le réchauffement climatique et les impacts qui suivent, et la consommation. Alors, les émissions totales, ça veut dire les émissions domestiques et les émissions grises. Et ici, on n'est pas sur sur le chemin qu'il faut faire. Maintenant, quant à votre proposition je pensais que vous disiez dictature. Non, c'est pas ça, mais un état d'émergence sur la climatique. Je crois que c'est une chose difficile parce que l'urgence est ici, mais l'urgence c'est pas un élément d'un problème qui peut être résolu par une action unique et un effort unique pendant une année, comme la pandémie ou 2 ou 3 années, et c'est passé. C'est vraiment un défi et un travail pour une société permanente. Chaque année, il faut mettre un progrès, et je sais pas que la terminologie d'un état d'émergence est vraiment soutenable dans ce chemin. Alors je préférerais que dans une démocratie, les gens vont à voter. Les gens vont à utiliser les instruments démocratiques, et il faut dire ça en Suisse, que c'est pas la majorité qui exerce ce droit démocratique de toujours poser la question climatique dans tous les points qu'il faut voter, et aussi les élections, demander la question climatique. Combien cette vote, combien cet personnage que je délègue au Parlement ou au gouvernement est compatible avec l'accord de Paris. Une autre question, Monsieur Longet, je pense, et Madame ensuite. Oui, moi j'avais une question pour le professeur Stocker. Vous avez parlé de votation populaire, donc le 9 juin, le peuple est appelé, suite à un référendum d'ailleurs, qui a fait perdre quelques mois, à voter oui ou non à une révision de la loi sur l'énergie et sur l'approvisionnement en électricité.
Personnellement, je considère que si cette loi passe, ça sera un plus pour les pays du Sud, parce qu'on aura fait un pas important en avant pour réduire, à terme en tout cas, les émissions de CO2. Parce que si on veut les réduire, comme l'a dit madame, eh bien, il faut des capteurs solaires, il faut des voitures électriques, etc. Il faut aussi de la sobriété. Est-ce que vous pouvez partager ce point de vue, de dire que si on veut faire un geste important en faveur du Sud, il faut voter oui à cette loi? Est-ce que c'est aussi votre avis? Plutôt, c'est une loi suisse qui sécurise ou qui réduit la vulnérabilité de notre système énergétique à des fluctuations sur la disponibilité de l'énergie. Alors, le point important, c'est vraiment de faire la transition des carburants fossiles à des énergies renouvelables. Et si on réduit et si on fait cette transition, la dépendance de ces pays pétrolières se réduit et c'est fini. Et leur pouvoir, c'est aussi pas terminé, mais réduit substantivement. Alors c'est tout à fait des considérations multiples qu'il faut faire, la soutenabilité, la sécurité, la géopolitique et puis le changement climatique. Madame. Oui, c'est de nouveau pour le professeur. Donc, j'aimerais savoir si les scientifiques, je suis là, voilà. J'aimerais juste savoir si les scientifiques s'intéressent aux impacts sur le climat des guerres, par exemple la guerre menée par l'Israël ou par la Russie. Est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent au bilan carbone de ces guerres-là? Vous mettez ensemble des problèmes très très divers. La guerre est une catastrophe. Toutes les guerres sont des catastrophes qui sont beaucoup moins difficiles à résoudre, je dirais, que le défi climatique et la transition, le départ de la dépendance sur les carburants fossiles. Alors, il faut travailler sur tous les problèmes, mais les guerres, terminer les guerres, chercher le paix, c'est la priorité plus haute. Y a-t-il peut-être ajouter allez-y, Pierre-André. Juste, je sais que cette année à la ministérielle des pays, donc les représentants des ministres de l'environnement à Nairobi, à l'UNEA, où on discute justement de l'état de la planète. Il y a une résolution justement sur l'impact des conflits sur l'environnement et la biodiversité. Je pense qui est rédigé par le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc peut-être que vous pouvez retrouver là des informations supplémentaires. Allez, s'il y a une dernière question, un supplémentaire, si on réussit pas à arriver aux objectifs à l'accord de Paris, ça veut dire que les guerres se multiplient, les guerres sur les ressources d'eau, ressources des environs où on peut vivre. Alors, la relation entre changement climatique, changement environnemental et guerre est au futur beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Y a-t-il une dernière question? Madame, oui. Madame, oui. Le micro arrive. Bonsoir, merci. C'est vrai que je voulais revenir sur la thématique par rapport à la Suisse. Et la Suisse a été condamnée il y a un mois par la Cour européenne des droits de l'homme. J'entends parler de démocratie, donc d'une force qui viendrait par le bas. Là, est-ce que c'est pas une force qui vient par le haut? Quel effet contraignant ça a? Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle en fait? Je peux tenter une réponse. Je pense qu'il y a différentes lectures de cet état de fait. Il y a tout d'abord, je pense,
à saluer la mobilisation citoyenne. On parlait de la démocratie tout à l'heure. En Suisse, c'est de finalement utiliser les outils à disposition ou la liberté d'expression pour justement faire valoir une voix et mettre une problématique sur la table, qui en est une, que ce soit le troisième âge ou les enfants en particulier. Après, de la démarche elle-même au niveau européen, et la Cour de justice des droits de l'homme, c'était une démarche qui a généré un écho et donc qui a mobilisé l'attention publique des médias. Et je crois que là, il y a quelque chose qui a bougé. Au niveau légal et au niveau du choix, et disons, l'impact juridique est une autre question qui est difficile à répondre, je pense, dans cette instance-ci, mais il est certain que l'impact médiatique pour la sensibilisation est quelque chose de très positif. Merci pour cette réponse. C'est Rosette Jourcière qui va venir nous rejoindre ici au pupitre. Et c'est vous qui aurez le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes co-directeur de FH Suisse, mais également chargé de cours dans la filière agronomie. Non, pas les PIA, c'est pas vous. Alors, on vous écoute, Roger, c'est parti. Si, c'est bien ça. Merci. Ah bon, alors c'est bien correct. Alors, on est à une table ronde et puis on a eu un menu très copieux. Et je vais pas vous servir encore un plat principal, on en a eu plein. Mais peut-être un tout petit peu assaisonner tout ça, si vous permettez. J'espère que je mettrai pas trop de piment, mais un peu de sel peut-être. Et puis voilà, on pourra aller ensuite goûter les produits du terroir genevois, dont on sait qu'ils sont particulièrement bons. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais par ordre chronologique, donc le professeur François Lefort nous parlait entre autres de la légionnaire d'automne, cette chenille qui est un ravageur en Afrique, invasif, et qui est aussi qui se développe de plus en plus grâce au changement climatique. Et c'est très intéressant parce qu'on a fait plusieurs fois le lien entre changement climatique et agroécologie ce soir, et justement une méthode agroécologique qu'on appelle le push-pull, développée en Afrique par un institut de recherche au Kenya, qui associe 3 plantes, donc la plante cultivée, en général le maïs, mais avec une plante qu'on appelle le desmodium et une autre qu'on appelle le bracharia, et qui est promue aussi dans nos projets de FH Suisse, mais aussi d'autres organisations, permet de contrôler cette chenille. Et c'est très intéressant parce que on passe directement d'un problème phytosanitaire sur une plante à une solution agroécologique sans passer forcément par la case du tout chimique, comme ça a été souvent le cas dans le monde, où on passe d'abord par la case du tout chimique avant de s'en éloigner pour trouver l'agroécologie. Là, on a pu faire le saut directement vers la bonne solution. Petite remarque. Une autre remarque par rapport à ce que disait la secrétaire générale, Catherine Schumperlich, qui parlait en premier des coupures de fonds qui risquent de nous tomber sur la tête à nous les ONG, mais c'était seulement la première, ça a été répété encore 2-3 fois par la suite malheureusement, mais il me semblait que j'avais trouvé une bonne nouvelle quand même dans tout ça. Je vais vous la dire tout à l'heure par rapport à ce que disait Pierre-André Cordet. Mais avant cela, le maire Monsieur le maire Alfonso Gomez nous disait que le climat met parfois en péril certains résultats que les projets de coopération ont atteints ces dernières années dans les différents pays où ils sont soutenus par la ville de Genève entre autres. Et je dirais, ça m'a fait penser, oui c'est vrai, que certains résultats qu'on a atteints sont mis en péril par les changements climatiques, et des choses qui marchaient bien ne marchent moins bien, en particulier dans l'agriculture. Mais il y a aussi quelque chose qu'on a appris dans ces projets, ça m'a rappelé cela, c'est à travailler ensemble, et que ce soit par le biais d'associations, de coopératives, moi je pense au Rwanda, mais à d'autres pays, les gens ont appris à dépasser aussi parfois certaines difficultés à collaborer liées à des traumatismes, liés à des guerres, etc. Grâce au travail de la coopération, ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour travailler, et cet acquis-là, il reste. Et cette capacité à travailler ensemble dans les coopératives ou d'autres formes de groupes est utile maintenant pour le nouveau travail qu'on a à mener pour l'adaptation au changement. Ça, j'avais trouvé intéressant. Ensuite, on passait à la présentation du professeur Stocker, et puis
c'est vrai que là, je sais pas comment vous vous sentez, mais ça fait tout de suite un peu, ça plombe un peu l'ambiance. C'est pas de votre faute, hein, mais c'est le thème, quoi. Donc, une dynamique de dérèglement est enclenchée. L'objectif des 1,5 degrés qu'on s'était fixé, on peut déjà pratiquement l'oublier. Maintenant, on passe à 2. Donc, si vous regardez les graphiques du GIEC dans le dernier rapport, tout devient plus foncé. Ça fait plus peur, quoi. Et c'est un peu difficile à encaisser. Mais d'un autre côté, j'essayais de toujours trouver un petit peu des nouvelles qui contrebalancent les mauvaises nouvelles, et je me suis dit, mais c'est vrai que depuis 2019, c'est aussi l'objectif de la Suisse maintenant d'atteindre les émissions à zéro, donc de CO2. Donc il ne s'agit pas bien sûr de zéro émission, mais de zéro émission nette, puisqu'on va bien sûr continuer à émettre du CO2, mais qu'elles pourront être compensées, que ça va être un zéro net. Et depuis de maintenant quelques années, on est à plus de 90 pays qui représentent 80% des émissions mondiales qui ont rejoint l'objectif du net zéro. Ça, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est une évolution positive, plutôt une bonne nouvelle, on va dans la bonne direction. Ces défis ont été rappelés ensuite dans la présentation de Pierre-André Cordet. Et je me rappelle de ce schéma sur le financement où on a vu cet immense gap entre la nécessité du financement et ce qui est disponible. Mais il a aussi rappelé cette décision du Conseil fédéral de la séance du 10 avril 2024 où, particulièrement pour le fonds pour le climat, le Green Climate Fund, il y a 135 millions de francs qui ont été de nouveau confirmés pour les 4 prochaines années. C'est juste. C'est bien ça. Donc, moi, en tant que gérant d'une ONG, comme plusieurs d'entre vous, sympathisants ou membres d'ONG, on s'est dit, mais comment on fait pour nous aussi accéder à ce fonds? Parce qu'en fait, c'est le seul endroit où les fonds augmentent pour la coopération. C'est le fonds climat à peu près, tout le reste, ça diminue. Donc, comment on fait pour y accéder? Et puis, c'est pour ça que j'avais envie de donner ma carte à monsieur... Voilà. Le réseautage commence, bravo. Qu'on puisse éventuellement rester en contact, mais je vous dirai ce qu'il m'a dit si jamais après pour accéder à ce fonds. Et ensuite, on a eu la présentation de la DAP. Moi, j'aime beaucoup aussi ce travail avec les parcs, etc. J'ai aussi habité en Afrique plusieurs années, donc plusieurs d'entre nous, on connaît aussi ces enjeux dans ces pays. Le Burundi, avec mon collègue Prosper, c'est aussi un pays voisin de la Tanzanie avec des enjeux qui sont semblables. Et c'est vrai que les forêts sont censées être des puits de carbone, évidemment. Hein, une plante qui, par la photosynthèse, absorbe du CO2 est un puits de carbone, est une solution, n'a pas vocation. Les forêts n'ont pas vocation à être un problème et à produire plus de CO2 qu'elles en absorbent, mais pourtant c'est le cas. On a vu dans les dernières statistiques de certaines forêts tropicales qui sont censées être immensément captatrices de CO2, mais en Asie du Sud-Est justement, la forêt équatoriale de l'Indonésie est devenue émettrice nette de CO2. Et ça, c'est quand même terrible quand on pense que ça devrait être l'inverse. Même chose pour l'agriculture, hein, qui est censée cultiver des plantes, donc capter du carbone, et en fait, l'agriculture finalement contribue aux émissions. Mais on a vu ça aussi avec la présentation de Prosper, mon collègue. Donc, il n'y a pas que les forêts qui sont des puits de carbone. Les sols et les terres cultivées peuvent être aussi des puits de carbone. Et on pourrait ne citer qu'une seule initiative qui est née en France, pas loin d'ici. Donc, cette fameuse initiative du 4 pour 1000, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui permettrait de résoudre à elle seule le problème de l'augmentation excédentaire de CO2 dans l'atmosphère liée à l'activité humaine. C'est simplement une initiative qui dit qu'il faudrait chaque année augmenter de 4 pour 1000 la teneur en matière organique des sols pour capter ce solde positif du CO2 émis dans l'atmosphère par les activités humaines. Ça suffirait. Et c'est pour ça que, quelque part, l'enjeu est énorme et les solutions nous semblent parfois impossibles à atteindre. Et puis quand on fait certains calculs, en prenant en compte par exemple cette initiative, où il y a un site, 4 pour 1000, vous pouvez aller voir, sur l'augmentation de la matière organique des sols, et ça permettrait, avec cette seule mesure, de résoudre le problème. C'est quand même incroyable aussi. Nous avons vu
D'ailleurs, je me permets de citer des études menées par EPIA, justement en Suisse romande, et qui montrent une réjouissante augmentation de cette teneur de la matière organique dans les sols de Suisse romande. C'est l'EPIA qui le dit. Nous avons vu ensuite avec Prosper Nyon-Saba comment ces pratiques agroécologiques permettent donc d'améliorer les sols, de rendre les espaces cultivés plus résilients face à la violence des pluies et au risque d'érosion. Et c'est pourquoi cette agroécologie, on en fait la promotion avec tellement de cœur et de passion. On le fait aussi sur notre stand, si vous voulez le voir tout à l'heure en sortant, parce que en même temps, elle travaille aussi pour l'atténuation, donc la diminution d'émissions de gaz à effet de serre, et pas seulement l'adaptation. Donc c'est vraiment pour ça qu'on utilise le mot aussi souvent solution connectée à celui d'agroécologie. Je pense que mon temps est écoulé. Je termine avec une image qui m'est venue, celle du bateau à quai. Imaginez-vous un bateau à quai, et puis quelqu'un bouge le gouvernail. Alors, évidemment qu'il va pas se passer grand-chose et le bateau va pas bouger. Mais à partir du moment où le bateau est en mouvement, il suffit de bouger un tout petit peu seulement le gouvernail et quelque temps plus tard, il peut y avoir des conséquences énormes sur la trajectoire qui a été obtenue. Et il me semble que ça peut nous parler peut-être aussi un petit peu. On ne doit pas se faire déborder quelque part par la peur ou par l'immensité de la tâche, et l'incertitude ne doit pas nous empêcher de faire des pas dans la bonne direction. On en a entendu plusieurs exemples ce soir de ce qui est possible de faire. Encourageons-nous donc mutuellement à faire progresser les solutions, chacun dans son domaine d'intervention ou sa sphère d'influence. Merci à toutes et tous pour votre présence et votre participation, et bonne collation, bonne fin de soirée.